J'ai décidé de vous parler des hypoglycémies, mais des hypoglycémies chez le patient diabétique. Le diagnostic. Le diagnostic, c'est évidemment, on va parler des signes d'hypoglycémie, mais en fait, il y a quelque chose qui est un peu discutable sur le seuil. Il n'y a pas de définition claire du seuil à choisir pour les hypoglycémies chez le patient diabétique, 0,6, 0,5, 0,4 grammes. Ce qui compte, c'est l'apparition des signes cliniques. Et la classification va se faire en fonction des signes cliniques et surtout de la prise en charge du patient par lui-même, par les autres ou par des médecins. En fait, on parle d'hypoglycémie légère quand le patient peut se resucrer tout seul, d'hypoglycémie modérée quand le patient a besoin d'un autre, donc de sa femme pour l'aider à boire du coca ou un jus de fruits, et une hypoglycémie sévère quand il va avoir besoin d'être hospitalisé ou en tous les cas avoir besoin d'un médecin. Donc la classification des hypoglycémies en fonction des signes cliniques et surtout en fonction du besoin de l'autre. Les signes cliniques, on les divise en signes noradrénergiques, qui sont la réaction physiologique de l'organisme face à l'hypoglycémie. Donc ça va être les tremblements, les sueurs, l'anxiété. Et puis des signes neuroglycopéniques qui sont là le signe de la carence en glucose cellulaire. Et ça va être des maux de tête, une confusion, un déficit moteur, une diplopie. En plus de cette classification entre légère, modérée et sévère des hypoglycémies liées à l'intervention des autres, on parle de deux catégories de signes cliniques. Il y a les signes neuroglycopéniques qui arrivent en premier, qui sont les signes secondaires à la sécrétion de noradrénaline, de catécholamine, sécrétion physiologique face à l'hypoglycémie de l'organisme, avec l'apparition de tremblements, de sueurs, des signes d'anxiété. Et ensuite, les signes neuroglycopéniques, qui sont vraiment les signes de la carence en glucose des cellules, qui vont être plus graves. Ça va être d'abord des maux de tête, puis une confusion, un ralentissement psychomoteur, un déficit moteur, une diplopie, une épilepsie, qui sont vraiment les signes de carence cellulaire en glucose. Alors, comment on prend en charge une hypoglycémie chez le patient diabétique? En premier lieu, on traite l'hypoglycémie. En deuxième, on va réfléchir pourquoi il y a eu une hypoglycémie. Donc, comme toujours, traitement du facteur déclenchant. On traite l'hypoglycémie, comment on la traite? Soit le patient est conscient et il se resucre tout seul. On dit que 2 carrés de sucre numéro 4, qui sont nos carrés de sucre classiques, font augmenter la glycémie de 0,5 g. Donc 2 carrés de sucre. Et on a de la chance, c'est que ces signes noradrénergiques dont je vous parlais vont disparaître plus vite que la remontée de la glycémie, mais comme ils vont disparaître, le patient va se sentir mieux et on va éviter qu'il se resucre de trop et qu'il aille vers un rebond hyperglycémique. Donc ça, c'est au départ, c'est s'il peut se resucrer d'abord par lui-même. Ensuite, s'il y a besoin des autres, alors soit un jus de fruits, soit il y a une agitation et on arrive vers l'injection de glucagon uniquement chez le patient diabétique avec une hypoglycémie secondaire à l'injection d'insuline. En fait, le glucagon ne doit pas être injecté si l'hypoglycémie est secondaire à un sulfamide-hypoglycémien. Le glucagon peut être injecté par un tiers, par quelqu'un de la famille ou par un médecin. En fait, l'intérêt normalement, c'est d'être injecté par un tiers et qui évite l'appel du médecin. Il est injecté par un tiers en intramusculaire. En fait, c'est un kit que tout patient diabétique doit avoir au frigo, diabétique de type 1, évidemment. Et peut-être que vous envoyez un jour, mais en fait, il y a un solvant, une poudre, on met le solvant dans la poudre, les choses se mélangent un peu, on réabsorbe le tout et on peut injecter le glucagon. Alors dans une situation de stress, c'est pas facile. Si vous avez votre mari dans le coma, c'est sûr que c'est pas évident, mais il faut que la famille ait déjà regardé le kit avant que le coma n'arrive. Donc le traitement, resucrage de soi-même, puis le glucagon uniquement en cas d'hypoglycémie, secondaire à un traitement par insuline. En fait,
pour les hypoglycémies avec sulfamide hypoglycémiant, on ne peut pas injecter de glucagon puisqu'il y a un risque de rebond secondaire de l'hypoglycémie. On va dire que le glucagon, en plus de son effet sur la glycogénolyse, a aussi un effet sur la sécrétion d'insuline. Et chez le patient diabétique de type 1, il n'y a plus de sécrétion d'insuline endogène, donc c'est pas grave. Mais chez le patient diabétique de type 2 qui prend des sulfamides, il va avoir un risque de sécrétion endogène d'insuline et donc de rebond de son hypoglycémie. Ce que je ne vous avais pas dit, effectivement, ce que je viens de vous dire, c'est que le glucagon, son action, c'est de faire cracher le foie, de faire cracher le glucose qui est en réserve dans le foie. Donc l'autre, pas contre-indication, mais non-indication du glucagon, c'est si vous avez un patient qui a une insuffisance hépatique ou qui est totalement dénutri, donc il n'y a aucune réserve. Enfin, sur la prise en charge de ces hypoglycémies du diabétique, c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et la première cause, en général, c'est de ne pas avoir mangé ou un exercice physique impromptu, ce qui peut arriver dans la vie. Mais c'est là que c'est toujours important d'essayer d'analyser l'épisode pour pas que ça récidive. Alors la dernière partie, qui est un peu originale, qui était les idées reçues sur l'hypoglycémie. Juste quand vous voyez des patients, il ne faut pas participer à la peur qu'ils ont des hypoglycémies. Il faut que vous sachiez qu'on ne meurt pas d'une hypoglycémie, on ne meurt pas dans son lit d'une hypoglycémie, parce que si vous avez un foie fonctionnel, si le patient fait une hypoglycémie en dormant, le foie va se mettre en route, il va faire comme quand vous injectez du glucagon, finalement vous avez une hyperglucagonémie endogène, qui va mettre un tout petit peu plus de temps à se mettre en route que le glucagon intramusculaire. Mais donc, vous faites une hypoglycémie dans votre lit, votre glucagon va se mettre en route, et votre foie, s'il fonctionne, va se mettre à cracher le glucose. Donc finalement, votre patient va se réveiller, même s'il a mis une très forte dose d'insuline le soir en se couchant. C'est très important que les diabétiques n'aient pas peur des hypoglycémies. Parce que finalement, pour nous, le danger des hypoglycémies, ce n'est pas l'hypoglycémie en elle-même, mais c'est que le patient en ait peur et donc reste en hyperglycémie tellement il a peur des hypoglycémies. C'est donc hyper important de vous rappeler que l'hypoglycémie en elle-même ne tue pas. La seule chose où ça pourrait être dangereux, c'est de faire une hypoglycémie au volant, effectivement, faire une hypoglycémie dans une situation dangereuse, quoi. Et donc, avant de prendre le volant, on conseille aux diabétiques de se contrôler et donc de vérifier qu'ils ne sont pas à risque de faire une hypoglycémie. Enfin, sur les idées reçues, non, je crois que c'est tout. C'était vraiment que les hypoglycémies ne sont pas graves et pas mortelles en soi et qu'elles sont inhérentes à l'équilibre du diabète. Et donc forcément, vos patients diabétiques feront des hypoglycémies, sauf s'ils se laissent en hyperglycémie constante. Voilà.